Bonjour à tous, bonjour tous les auditeurs, bonjour à Marion qui se cache derrière le logo de Medicène en charge de la communication et qui est notre hôte ce matin. Et bien sûr, bonjour à Arnaud Sandrin, directeur opérationnel de la Banque nationale des données de maladies rares à BHP et qui nous fait l'honneur d'être notre premier intervenant pour ce Meet My Data, premier rendez-vous ce matin. Alors, avant de donner la parole à Arnaud Sandrin, j'aimerais vous présenter un peu le contexte dans lequel le Meet My Data a été créé, vous rappeler un petit peu la logique de tout ça. Alors, Medicène est un pôle de compétitivité santé Île-de-France qui a été créé en 2005, qui est aujourd'hui présidé par Christian Lajoux et qui a cette ambition de fédérer l'écosystème santé privé, public, pour faire émerger des projets d'innovation au service des patients et également pour favoriser le développement industriel et la création d'emplois en santé. La Medicène couvre donc les trois filières de la health tech, que sont la biotech, la medtech et la e-santé. Mais nous avons également développé des axes transverses à ces filières pour répondre aux enjeux et aux attentes de l'écosystème santé, et notamment l'enjeu des données et de l'IA. Et c'est donc dans ce contexte que nous avons créé cet axe qui est le MID, le Medicine Initiative for Health Data, qui est donc, se veut un laboratoire d'initiative pour répondre, pour adresser les enjeux autour de la donnée de santé, des solutions numériques qui exploitent cette donnée de santé, et ce aussi bien pour des enjeux spécifiques de filière que pour des enjeux, on va dire, plus universels pour la health tech. Alors, les actions du MID sont réfléchies et validées avec notre comité d'innovation Medicène, qui est composé des présidents, vice-présidents des anciens DAS, domaine d'application stratégique. Et donc, avec ce nouvel axe, un nouvel acteur a rejoint ce comité d'innovation en tant que parrain du MID. Et je suis ravie que ce soit Nicolas Villain qui a accepté cette mission. Nicolas Villain, qui est donc directeur du Hub IA et Recherche Philips France. Alors voilà un peu le contexte du MID et de la création de cet axe data IA. Et donc pour répondre à ces enjeux, nous avons développé une feuille de route qui s'articule autour de trois axes stratégiques. Un premier axe autour de la visibilité et l'accès aux données de santé. Et c'est dans ce cadre que nous avons développé ce format du Meet My Data qui fait donc l'objet de ce rendez-vous ce matin. Également, le projet Phoenix, qui est un projet plus confidentiel avec lequel on travaille avec quelques membres adhérents Medicène pour réfléchir à des guichets fast-track d'accès aux données de santé. Deuxième axe stratégique autour de l'émergence des projets coopératifs, avec notamment une AMI sur laquelle nous allons réfléchir sur la combinaison de données hétérogènes dans le cadre du cancer du sein, un groupe de travail autour des données de vie réelle et également hackathon, datathon sont des formats auxquels on réfléchit pour justement favoriser cette émergence de projets autour des données. Et puis un dernier axe qui concerne la représentation de l'écosystème et le relais de l'information avec cette idée de créer une dynamique partenariale avec les autres acteurs de l'innovation pour adresser des sujets qui ne sont pas nécessairement des sujets de santé, mais qui impactent les acteurs de la santé, notamment autour des données. Donc ce sont des sujets tels que l'IA de confiance ou encore des sujets d'interopérabilité avec notamment le projet GaiaX. Donc voilà la feuille de route globale du MID et je voudrais vous présenter deux actions concrètes que l'on met en place avant de donner la main à Arnaud. Alors tout d'abord, le Meet My Data, comme je le disais, donc c'est l'objet de ce rendez-vous ce matin, avec ce premier rendez-vous avec Arnaud Sandrin, directeur opérationnel de la BNDMR. Encore un grand merci Arnaud de quelque part être le parrain de ce format en acceptant de faire ce premier rendez-vous. L'idée de ce rendez-vous, c'est vraiment de donner, de décrypter un peu ce panorama des données de santé qui existent pour favoriser justement l'émergence de projets entre ces acteurs et ce via une relation, une connaissance qualifiée, on va dire, de ce secteur et des acteurs. Alors, la valeur de ce rendez-vous, il est bien entendu dans la présentation de l'intervenant, mais également dans les échanges que vous allez pouvoir créer avec eux. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous avez le bouton Q&A en bas de votre Zoom. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. On a prévu un grand moment d'échange à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vraiment un des grands intérêts de ce format. Alors,
Pour ce décryptage du panorama, eh bien, c'est un rendez-vous mensuel, tous les derniers jeudis du mois. Bien sûr, l'exception qui confirme la règle, le prochain sera un mardi, donc le mardi 25 mai, avec Kevin Joumel qui viendra présenter cette fois-ci les données de l'hôpital Fondation Fort. Et puis les autres rendez-vous à venir qui sont présentés ici. Une deuxième action également en cours, cette fois-ci sur l'émergence des projets coopératifs avec le groupe de travail Données de vie réelle. Alors là, l'idée vraiment de ce groupe de travail, c'est de réfléchir, avoir une réflexion sur comment on peut développer l'usage de la donnée de vie réelle, et ce via l'émergence de projets dédiés à ce type de données. Pour lancer cette réflexion, on va s'appuyer sur le travail qui a été fait par le groupe de travail usage des données en vie réelle dans la prise de décision, qui est un GT qui a duré pendant 18 mois, qui s'est clôturé en janvier dernier, qui a été publié, les recommandations ont été publiées cette semaine ou la semaine dernière. Et l'idée, ça va être de créer un événement, une matinée événement, le vendredi 11 juin, pour justement restituer ce travail sur lequel on va s'appuyer ensuite dans nos réflexions pour voir comment d'un point de vue opérationnel, on peut lancer des projets autour de ces données de vie réelle. Donc, le vendredi 11 juin, il y aura 3 phases. Une introduction avec notamment Emmanuel Quiles, qui viendra présenter les objectifs du programme IA et santé du CSF-ITS. Une table ronde autour des données de santé de qualité et transparence des méthodes d'analyse pour l'aide à la décision qui sera modérée par Michel Arnoët, et une seconde table ronde sur l'utilité des données de vie réelle pour accélérer l'accès de l'innovation aux patients qui sera modérée par Laurie Lévy-Bachelot. Donc voilà pour les actions du MID. Maintenant, je vais donner la parole à Arnaud Sandrin, que vous attendez d'écouter avec impatience. Arnaud, je vous laisse la parole. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Et puis, on se retrouve à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Ben, merci beaucoup. J'ai donc lancé le partage de mon écran. Hop, voilà, je pense que normalement, vous devez tout voir. Oui, c'est parfait. Bah, merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité à cette réunion et je suis ravi de vous présenter les données de la BNDMR, la Banque nationale de données maladies rares. Je précise tout de suite que j'ai suivi un plan très scolairement qui est celui qui est annoncé, c'est-à-dire d'abord décrire quelles sont les données, comment y accéder et quel est l'accompagnement que nous proposons pour accéder aux données. Je précise aussi en guise d'introduction que pour ma part, je trouve ce genre d'atelier très bienvenu, très utile, puisque il y a beaucoup plus de données en France que de traitement de données. Il y a beaucoup plus d'opportunités d'analyse des données que de ce qui est concrètement réalisé et ainsi contribuer à faire connaître les données de santé, comment y accéder et l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier pour valoriser ces données est très utile et chaque acteur, que ce soit les patients, les médecins, ne cesse de nous interpeller là-dessus sur le fait qu'il ne faut pas banquer de la donnée pour banquer de la donnée, il faut valoriser les données que nous avons. Alors, de quelles données s'agit-il ? D'abord, un bref rappel, puisque tout le monde n'est pas familier avec les maladies rares. Il y a quelque chose d'un peu étonnant avec le fait de faire une banque nationale de données maladies rares, c'est que les maladies rares sont très nombreuses. On connaît des bases de données sur le sida, il y a une base de données sur Alzheimer. Alzheimer, déjà, c'est 4 ou 5 sous-types différents, mais les maladies rares, c'est vraiment un pot commun extrêmement vaste. Ici, sur cette diapositive, je vous montre les chiffres mis en avant par le ministère de la Santé, de l'ordre de 7000 maladies différentes, pour les 3/4 concernant des enfants, ou en tout cas diagnostiquées à l'enfance, voire en néonatal, voire en anténatal, et souvent d'origine génétique, souvent sévère, incurable, et avec une problématique particulière de l'errance diagnostique. Vous voyez ce chiffre 1,5 ans, qui montre bien à quel point les données sont sous-analysées, puisque ce 1,5 ans ne veut concrètement rien dire. Pour certains patients, le diagnostic est posé en quelques semaines, et malgré tout, ces semaines sont très longues entre le moment où il y a la découverte pour le patient qu'il y a un problème et le moment où il sait enfin quel est le problème et ce qui va se passer du coup ensuite. Parfois, ça dure de nombreuses années. Il y a eu un livre écrit par une patiente, Thérèse Fournier, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, qui parle de 8 années entre le moment où elle a développé les premiers signes, pourtant des signes particulièrement sévères et remarquables, et le moment où on a pu lui poser un diagnostic. Donc ça, c'est le contexte, je dirais, des maladies rares.
Alors, qu'a organisé le ministère pour répondre à cela? Très souvent, le ministère organise des réseaux d'expertise. Il y a un réseau sur la psychiatrie, il y a un réseau sur la lutte contre le sida, il y a un réseau d'expertise sur les maladies rares. Alors, sur les maladies rares, le ministère a labellisé 2230 sites experts. Alors, qu'est-ce qu'un site? Concrètement, c'est une entité qui administrativement n'existe pas a priori dans l'hôpital. Ça va être une équipe au sein d'un service qui va postuler et se faire labelliser. Je donne un exemple. Le service d'endocrinologie de Robert Debré traite des maladies endocriniennes de l'enfant. Certaines ne sont pas rares. Par exemple, un retard de croissance n'est pas une maladie rare. Et certaines maladies, elles, sont rares. Donc, une petite équipe au sein du service d'endocrinologie de Robert Debré va soumettre un dossier au ministère et être labellisé ainsi en tant que site. Donc, un site, qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est, si je vous le fais dans l'ordre de la fin vers le début, c'est un hôpital, par exemple le CHU de Toulouse. C'est un médecin identifié, là dans ce cas particulier Olivier Rascol. C'est un statut d'expertise, puisque les sites, certains sont vraiment très très experts, on les appelle coordonnateurs, d'autres vont par exemple un neurologue qui voit une dizaine de patients atteints de myopathie chaque année. C'est évidemment une expertise moins forte que le médecin qui va voir absolument tous ces patients seront atteints de maladies rares. Donc dans ce cas, il aura un autre statut, il ne sera pas coordonnateur, il sera de compétences. Et puis ensuite, il y a l'intitulé centre de référence ici de l'atrophie multisystématisée. Donc, chaque site est raccordé à un domaine d'expertise particulier. Il y a 100 centres de référence différents en France. Donc, c'est pour ça que les sites, 110, pardon. Donc, c'est pour ça que les sites eux-mêmes sont rattachés à des centres et ces centres eux-mêmes sont rattachés à des filières. Et il y a 23 filières de santé maladies rares. Alors, comment ça se décompose? Bien, les maladies rares touchent tous les organes. Par conséquent, il y a une filière des maladies rares de la vue, une filière des maladies rares de la déficience intellectuelle, une filière des maladies rares du développement, etc., etc. Donc, il y a à la fin 23 filières, une sur les maladies du sang, une sur les maladies de l'os, etc. Alors, sur ce, alors peut-être si je garde simplement cette diapositive, le ministère, enfin plus exactement, un certain nombre de sites, dans un premier temps, se sont dit qu'il nous faudrait une base de données en commun. Et petit à petit, le ministère a dit l'initiative que vous avez de faire une base de données en commun, je vais la reprendre à mon compte et je vais la systématiser. Mais quelle base de données est possible quand il s'agit de maladies qui vont, pour certains patients, concerner l'œil, pour d'autres patients, concerner l'os? On a une approche qui est fréquente dans un certain nombre de maladies, on observe cette approche qui est de développer un set de données minimum. Donc, ça dit clairement les choses, c'est-à-dire ce n'est pas pour faire une recherche sur une maladie particulière qui concerne 250 patients et pour lesquels on va collecter énormément de données, faire une étude d'histoire naturelle de la maladie ou faire un traitement de données particulier. Là, c'est quelque chose de commun à tous. Alors, bien sûr, il y a des aspects de consentement, de repérage et d'identification du patient, des informations administratives, des informations familiales, parce que bien souvent, dans les maladies rares, il y a un bilan familial qui est réalisé, le statut vital du patient, le parcours de soins. Dans notre cas, on se limite au parcours de soins dans ce réseau. En d'autres termes, je peux être vu dans ce réseau par un médecin très expert des maladies rares qui va poser un diagnostic. Ensuite, je suis vu en ville pour toute la suite de ma prise en charge. Donc, nous, la vision du parcours de soins que l'on a, elle se limite à cette partie où je vais côtoyer l'expertise particulière sur les maladies rares. Les activités au sein de ce réseau, des éléments relatifs au diagnostic, au traitement quand un traitement est disponible. Et il y a ensuite un focus sur les données anténéonatales qui vont concerner donc certaines maladies rares et des aspects relatifs à la recherche, notamment est-ce que le patient est d'accord pour être inclus dans un protocole de recherche. Alors, que peut-on faire avec ces données? C'est facile, il y a 4 axes qui permettent d'analyser ces données. Le premier axe, ce n'est pas vraiment de la recherche, et ça va intéresser surtout l'administration, c'est le médico-administratif. Donc, de la même manière qu'il existe en France un plan de médicalisation des systèmes d'information, le PMSI, qui permet de quantifier le nombre d'activités réalisées, c'est la fameuse tarification à l'activité, la T2A, il y a des choses comme ça pour les maladies communes. Bon, là, c'est un petit peu pareil pour juste l'expertise pointue sur les maladies rares. Donc, nous, sur le plan médico-administratif, comme on a le parcours de soins et les activités réalisées dans ce réseau, eh bien, on peut faire ce genre de choses. Ensuite, on peut faire des études de santé publique, et c'est là où ça va plus, je pense, vous intéresser, c'est là où ça va intéresser vraiment la recherche, la santé publique, l'épidémiologie, le médico-économique. Santé publique,
puisque c'est un enjeu de santé publique. Je vous parlais tout à l'heure de l'errance diagnostique, le fait qu'un patient puisse rapidement accéder à un médecin expert. Et c'est vrai qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent freiner cet accès aux médecins experts. Des facteurs sociologiques, des facteurs géographiques. Donc, il y a énormément d'aspects de santé publique visant à améliorer l'offre de soins sur les maladies rares. Ensuite, l'épidémiologie. Aujourd'hui, nous avons 700 000 patients recensés dans la BNDMR. C'est la plus grande cohorte mondiale sur les maladies rares. Et ce chiffre augmente en fait de manière un petit peu exponentielle puisque le déploiement des outils se poursuit. Donc, on peut faire des enquêtes épidémiologiques. Troisième point, enfin, dernier point, ce sont les études médico-économiques via le chaînage BNDMR-SNDS. Là, c'est un peu plus compliqué. Je vais tout de suite à la diapositive suivante. Alors, le SNDS, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'acronyme, ce sont les données de l'assurance maladie. Ces données, pour être très, très, très terre à terre, à chaque fois qu'on doit présenter sa carte vitale ou qu'on remplit une feuille de soins, les données sont renseignées dans une base centrale qui sont les données de l'assurance maladie, le fameux Système national de données de santé, le SNDS. Problème, dans ces données, il n'y a que peu d'informations sur le diagnostic. Il y en a, mais elles sont peu nombreuses et souvent imprécises. Je donne un exemple. Quand vous êtes pris en charge en ville, il n'y a pas forcément de diagnostic du tout. Il y a juste un code d'acte, en l'occurrence une consultation de généraliste, par exemple. Quand vous êtes pris en charge à l'hôpital, là, il y a bien un code diagnostic, mais il est exprimé selon une certaine terminologie qui s'appelle en l'occurrence la CIM-10, la Classification internationale des maladies 10, parce qu'elle date en fait de 2010. Cette classification internationale des maladies, elle est imprécise par rapport aux maladies rares. Le seul fait de créer une terminologie des maladies rares est en soi compliqué. Nous, on utilise la terminologie Orphanet, qui est vivante. Il y a régulièrement des maladies qui apparaissent, c'est-à-dire que la démonstration est faite que cette maladie existe, des maladies qui disparaissent, puisque la démonstration est faite que ce qu'on a cru être une maladie isolée, en fait, c'est la même qu'une autre. Donc, c'est compliqué d'avoir une terminologie aussi précise. Donc, quand vous prenez le bloc bleu qui est à droite, vous avez en termes le petit carré pathologie, vous avez les reconnaissances d'affections de longue durée, les diagnostics de séjour hospitalier, tout ça est imprécis. Par contre, vous avez ce que certains appellent une mine d'or dans les données de l'assurance maladie, puisque vous avez l'intégralité du parcours, aussi bien ville qu'hôpital, les consommations de soins, les consommations de médicaments. Vous avez une vision extrêmement complète et chiffrée également en euros de tout le parcours de soins. D'où l'intérêt de ce chaînage, et c'est prévu avec de nombreuses bases de données spécialisées sur certaines pathologies, avec typiquement la BNDMR, puisque nous retrouvons le même patient, c'est ces deux tables que l'on peut imbriquer, que l'on peut chaîner au milieu, mais dans la BNDMR, nous avons un repérage précis du diagnostic du patient, et bien sûr les autres éléments que je vous ai présentés juste avant du set de données minimum. Et là, quand vous chaînez les deux, ça devient très intéressant. La première bullet point que j'ai mis dans cette slide, c'est un article qu'on a publié où on a démontré que sans ce chaînage, il est en fait impossible pour de très nombreuses maladies rares d'exploiter les données de l'assurance maladie. Impossible. Quand vous prenez les champs diagnostiques qui existent dans le SNDS, ceux qui correspondent le mieux à la maladie, vous tombez à côté des bons patients. Par contre, quand vous chaînez, vous avez donc la possibilité de faire ces études qui sont évidemment très importantes. Voilà donc pour vous dire un petit peu le cadre. Et oui, un dernier mot sur pourquoi c'est important. On le sait, les maladies rares, c'est donc bien sûr peu de patients et donc des coûts de développement des traitements qui sont très importants, surtout que ce sont souvent des traitements innovants. Donc les enjeux médico-économiques sont capitaux. Si on est capable de démontrer que même si un traitement coûte très cher, en fait, ça reste plus avantageux que laisser le patient pris en charge avec ses traitements actuels, c'est susceptible de déclencher des prises en charge, des prises en charge par l'assurance maladie d'un certain nombre de traitements. Donc, c'est un enjeu capital sur la stratégie qu'ont un grand nombre de laboratoires qui donc s'intéressent de près à nos données. Alors, maintenant que je vous ai décrit un petit peu ça, j'espère que pour certains d'entre vous, quand vous avez vu santé publique, quand vous avez vu épidémiologie, quand vous avez vu médico-économique, ça vous a fait penser à des projets qui peuvent vous intéresser, soit directement sur les maladies rares, soit à d'autres. Maintenant, est-ce que c'est possible ou pas d'accéder à ces données? Vous allez le voir, non seulement c'est tout à fait possible, c'est facile, ça se veut le plus facile possible. Voilà comment procéder. Il y a sur notre site internet, je vous ai mis le lien qui est là, notre charte d'accès qui décrit très concrètement, on a des conventions interhospitalières, il y a un cadre précis, et notamment on décrit le processus de soumission des demandes de traitement. Ce processus, de la même manière, est très facilement accessible. Là, vous voyez une capture d'écran de notre site internet. Il y a un petit onglet qui s'appelle Exploiter les données de la BNDMR, procédure de demande. Et cette procédure, c'est le petit rond que vous voyez ici.
qu'on essaie de faire le plus court possible. D'abord, j'ai un projet. Concrètement, quand j'ai un projet, du coup, je fais les petites analyses réglementaires qui vont bien s'il y a besoin de faire des papiers en particulier. Ensuite, j'envoie à une adresse mail qui est, vous voyez, on est très facile à joindre, je dirais. Cette adresse mail, c'est analyse.bndmr@aphp.fr. Ça, c'est ce que fait le demandeur. Nous, de notre côté, nous investiguons la faisabilité de l'étude. Parfois, ce n'est pas faisable parce que les données sont absentes. Voilà, ça peut arriver. Moi, j'ai été contacté récemment par un laboratoire qui est intéressé par une pathologie. En fait, c'est une pathologie qui n'est pas prise en charge dans notre réseau d'expertise. Parce que pour le coup, c'est une pathologie, elle a beau être rare, elle est très facile à diagnostiquer et elle est systématiquement prise en charge en ville. Donc, il n'y a jamais d'adressage vers notre réseau. Donc, nous faisons l'analyse et nous constatons que dans cette étude, il n'est pas possible de le faire. Dans d'autres cas, on trouve même plus de patients que ce que le laboratoire s'attend à trouver. Et pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes de codage, d'utilisation des codes diagnostiques qu'il faut nettoyer, creuser. Et donc, dans ce cas, l'étude a du sens et elle peut être menée. Si elle peut être menée, nous avons un comité scientifique qui se réunit tous les mois. Donc, vous voyez, c'est assez rapide, qui donne son avis. S'il donne son avis, nous réalisons directement l'étude, nous avec notre équipe de biostatisticiens, ou vous en détaillant, en mettant à disposition ou en apportant une capacité de travail de biostatistique. Dans ce cas, la personne agit en tant que tiers au sens du RGPD. Je ne vous ennuie pas avec ces aspects réglementaires, mais en gros, il agit sous notre supervision, bien sûr, mais en tout cas, il peut accéder directement aux données s'il le souhaite. Ou vous pouvez aussi demander une extraction de données. Dans ce cas, c'est un peu plus long parce qu'il faut passer par la CNIL. Et donc, et ensuite, voilà, les données vous sont mises à disposition. Voilà, il y a une page de transparence. Vous pouvez consulter cette page également qui vous donne la liste des études et des traitements de données que nous réalisons en ce moment. Quel est l'accompagnement que nous proposons? Alors, je vous donne quelques exemples ici. Un premier exemple, c'était une demande pour avoir en effectif des patients atteints du syndrome de Dravet. Donc, typiquement, ça va être ça, une association de patients, un laboratoire qui souhaite connaître un effectif et qui, du coup, au début dit, bon, voilà, moi, c'est le syndrome de Dravet qui m'intéresse. Et puis ensuite, en creusant ensemble, on sait que nous, peut-être c'est le syndrome de Dravet qui va être déclaré, peut-être seulement le gène, dans le cas de cette pathologie SCNRA qui est renseigné, ou alors par une combinaison de signes HPO. Donc HPO, c'est pour Human Phenotype Ontology, donc c'est littéralement une ontologie de plusieurs milliers de signes qui permettent de décrire le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques cliniques du patient. Donc, ça permet de repérer également des patients qui peut-être n'ont pas encore été diagnostiqués, mais qui présentent des signes vraiment caractéristiques ou en tout cas incitant à les revoir. Autre exemple, tout simplement savoir pour une pathologie donnée, par exemple la maladie de Fabry, mais pas savoir simplement combien de patients, mais vraiment par site de prise en charge, notamment parce qu'on souhaite pouvoir se tourner vers les sites qui prennent le plus en charge les patients atteints de cette pathologie afin de pouvoir les proposer une inclusion dans un essai clinique ou autre. Troisième exemple, la quantification du délai d'errance. Donc, comme je le disais, ce 1,5 ans n'a pas beaucoup de sens puisque, en fait, ça dépend beaucoup des pathologies, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on peut faire une étude beaucoup plus poussée sur une pathologie en particulier. C'est un élément aussi pour un laboratoire qui souhaite proposer une thérapeutique et qui donc met en avant la capacité qu'il va avoir, enfin si ce n'est pas une thérapeutique, par exemple si c'est un dispositif médical qui permet de mieux diagnostiquer, la capacité que ça va avoir de réduire le temps d'errance. Quand on fait par exemple une étude chaînée BNDMR SNDS, d'écrire le fardeau économique d'une prise en charge pour une pathologie. Autre exemple, cette fois-ci vraiment non pas d'un traitement simple, mais d'une étude un peu plus complète. Enfin, finalement, c'est un peu ce que je viens de décrire. Sur la prévalence, on peut aller beaucoup plus loin que simplement compter des patients avec un code particulier. On peut vraiment faire une étude plus complète. Dans ce cas-là, on va prendre en compte le fait que la base de données est renseignée depuis très longtemps dans telle région, moins longtemps depuis une autre. On va mettre en place tout un tas de mécanismes biostatistiques de correction des données pour atteindre un niveau d'estimation de la prévalence le plus précis possible. Des études donc transversales, on a dit des études médico-économiques, je ne reviens pas là-dessus. Un exemple de calendrier que je vous donne, si on veut faire une étude médico-économique, malheureusement, ce calendrier est assez long. Il faut compter, je dirais, 1 an, et c'est malheureusement le minimum. Et pourquoi? En fait, parce qu'il y a un délai réglementaire qui est très long. Ça peut prendre seulement 1 mois d'écrire le protocole. Donc, en général, on sait ce qu'on veut. Ensuite, il faut compter de l'ordre de 1 à 2 mois d'attente pour que le CESRES puisse faire son retour. Le CESRES, c'est ce comité qui valide que sur le plan méthodologique, l'étude est
pertinentes. Je précise ici que je ne parle que des études chaînées BNDMR et SNPS. La gouvernance que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est quand on ne veut regarder que la BNDMR. Par contre, quand on veut chaîner BNDMR et assurance maladie, il y a cette procédure-là, puisque c'est une base centrale, les données de l'assurance maladie. Donc la procédure, c'est ça, c'est ce comité, le CESRES, ensuite la CNIL qui donne son accord. Voilà. Ensuite, nous, le chaînage, on envisage de le faire dans le Health Data Hub. Le Health Data Hub a prévu, c'est public, il y a un article d'Antique Santé qui le dit très clairement, le Health Data Hub veut, et j'ai vu que Stéphanie Combe va intervenir, donc il reviendra peut-être plus en détail là-dessus, va mettre sur pied un catalogue de données chaînées de manière pérenne au SNDS. Donc la BNDMR fait partie des bases identifiées prioritaires pour être inscrites à ce catalogue. Donc d'ici la fin de l'année, on sera inscrit à ce catalogue. Et ensuite, il y a une part, un délai d'analyse et de publication des résultats. Dernier point que je voulais mettre en avant, c'est le lien avec l'expertise médicale. En effet, ce lien, il est très important. Les données de santé, je trouve qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de croire qu'elles sont parfaites et donc qu'en ciblant une maladie particulière, on clique sur un bouton et on a tout de suite tous les chiffres qui vont bien. Donc ça, c'est un premier écueil. Et pour éviter, il faut s'appuyer sur l'expertise médicale. Et il y a un autre écueil qui serait de dire cette base de données n'est pas parfaite, je vais en faire une nouvelle. Ça, c'est un autre écueil qui est très fréquent, qui est de dire à chaque fois que je veux faire une étude quelque part, le meilleur moyen, c'est de lancer une nouvelle enquête, une nouvelle étude. Et ça, ça a des coûts finalement extrêmement importants et c'est fort dommage par rapport à des grandes bases de données comme ça. Donc, en tout cas, pour éviter les deux, pour moi, le mieux, c'est de ne pas s'interdire d'aller regarder justement des grosses bases de données, mais par contre, en s'appuyant sur l'expertise médicale pour anticiper des biais de saisie, des biais de codage, et ainsi s'assurer qu'on a des résultats pertinents à la fin. Donc, nous, c'est un accompagnement que l'on propose puisque nous avons une référente médicale qui est médecin de santé publique qui peut intervenir. Voilà, je vous remercie pour cette présentation et je suis à votre disposition pour la discussion. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation très claire. Alors, pas beaucoup de questions pour le moment, il est encore temps. Juste une concernant la possibilité de partager la présentation. J'imagine Arnaud que ce n'est pas un problème. Oui, bien sûr. Donc, on pourra vous les envoyer à la fin de ce webinaire. Peut-être moi quelques questions en attendant que les autres questions arrivent. Donc vous mentionnez une durée d'1 an là pour une étude. Donc c'était dans un cas spécifique, on va faire du chaînage, etc. Quelle est la durée moyenne selon les différentes études? Je comprends bien que c'est si on fait appel uniquement aux données de la BNDMR, sans chaînage, entre cette demande d'accès à l'accès même des données, juste pour avoir une idée. Oui, alors hors chaînage, vous dites. Voilà. En fait, là, tout va dépendre de l'acteur. Il y a certains acteurs, de principe, on ne s'interdit pas de prévoir contractualisation et tarification du traitement de données. De principe, puisque moi, mon équipe, donc on est une équipe de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on est au sein du département Innovation et Données de la PHP. Donc, moi, mon équipe est financée concrètement par le ministère de la Santé. Et donc, on est à la fois au service de la communauté et bien sûr, et pour autant, on ne peut pas assurer tous les traitements de données. S'il n'y a pas de tarification prévue, par exemple, la demande, c'est un médecin expert qui la porte. Dans ce cas, on va être extrêmement rapide pour lui répondre. Alors là, il arrive que ce soit dans la journée, pour les traitements de données simples, comme ça, qu'on mette à disposition les données. C'est vraiment le niveau d'accessibilité qu'on cherche à atteindre. Quand il y a un acteur privé, par définition, il y a une tarification qui est prévue. Tarification dont j'insiste, elle reste à mon sens en général très compétitive par rapport à faire à partir d'une base de données de nulle part. Et par contre, cette tarification qui va nécessiter ainsi une contractualisation, ce qui va prendre du temps, ça va être cette étape-là, qui est une étape qui peut être assez rapide ou beaucoup plus longue. Ça va notamment dépendre de la réactivité, de la direction des affaires juridiques du client, si je puis dire, ou en tout cas de l'investigateur. Et ce sont ces aspects-là qui vont prendre un certain temps. Ensuite, la durée de mise à disposition des données est variable là aussi en fonction de la complexité de ce qui est demandé, tout simplement. Alors justement, sur cet aspect tarification, on a une question qui est, avez-vous une idée du coût d'accès aux données? Oui, bien sûr, et on est très transparent là-dessus.
une demande d'un effectif, donc une demande tout bête, c'est 50 000 euros. Pour une demande d'une étude transverse sur la BNDMR nécessitant des compétences plus fortes en biostatistique, 100 000 euros. Pour une étude chez NEC, BNDMR et SNDS, 150 000 euros. Ces montants, ce n'est pas à la virgule près. Ensuite, il y a des marges, il y a, je dirais, une marge de plus ou moins 50 000 euros, donc il y a une marge importante qu'on fait par étude en fonction de qui est le demandeur. Encore une fois, c'est toujours pareil. Un laboratoire qui a un enjeu particulier qui n'est pas spécialement relayé par les médecins, qui est bien sûr n'est pas est validé par notre comité scientifique sur le plan éthique et validé sur le plan méthodologique est validé, donc ça ne pose pas de problème que l'étude ait lieu. Pour autant, c'est pas porté par les médecins. Dans ce cas-là, le prix va être un peu plus élevé. Si à l'inverse, il y a un apport important des médecins, un investissement, je dirais, important des médecins dans le projet, eh bien, on va avoir tendance à chercher à diminuer le prix. Très clair. Merci. Une autre question, alors cette fois-ci qui est un petit peu plus technique, qui est sur les standards de la modélisation des données. Fire, OMOP. Oui. Alors, la base de données, nous, pour l'instant, le schéma de la BNDMR, il n'est pas OMOP. Il est pas très… Enfin, il ressemble un peu, mais il n'est pas comme OMOP, puisque nous, c'est vraiment le… Enfin, c'est pas exactement le même schéma. Pour autant, on a une réflexion sur le schéma OMOP. Par contre, on est bien dans les standards HL7, puisque, alors là, puisque la question est un petit peu technique, je vais y répondre de manière un petit peu technique. Hein, désolé si j'en perds un petit peu certains. En fait, il y a deux portes d'entrée pour renseigner des données dans la BNDMR. Il y a une application web qui s'appelle Bamara. Et il y a les dossiers patients informatisés, c'est-à-dire concrètement les logiciels qu'utilisent les hôpitaux. Donc, ça s'appelle Orbis à la PHP, ça s'appelle Easily à Lyon, ça s'appelle Sillage à Lille, DXCare à Bordeaux, etc., Axigate à Marseille. Enfin, il y a un certain nombre de DPI qui est une autre porte d'entrée. Donc, en fait, concrètement, les médecins sur des très gros CHU avec une grosse file active vont écrire directement dans leur DPI et les données vont nous être envoyées. Et sinon, pour les plus petits établissements, il y a l'application web. Les données nous sont envoyées au format CDA, qui est donc l'alter ego de Fire. Il y a d'ailleurs des passerelles CDA Fire immédiates. Donc, de ce point de vue-là, on est déjà, par rapport au standard HL7, on est déjà en plein dedans. Et sur Homop, c'est une réflexion qu'on a. Après, dans la mesure où on n'a qu'un set de données minimum, on a une base de données qui est très structurée, qui finalement est assez simple. Donc pour l'instant, le fait on n'a pas besoin des outils qui sont facilement implémentables sur Homop pour faire tourner nos scripts. Très bien. Alors, une question qui concerne maintenant le type de données. Disposez-vous de données de biologie moléculaire, données type génomique, protéomique, etc. Alors, nous n'avons pas de données, par exemple, si on fait un exome, le fichier de lettres ATCG, le fichier VCF, ça, c'est une donnée que nous n'avons pas. Par contre, nous avons des données de résultats. Donc, nous avons des données génétiques qui sont exprimées selon la terminologie HGNC. Donc, cette terminologie est utilisée. Hein, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le syndrome de Dravet. Nous avons également ce qu'on appelle un cartouche de cytogénétique qui permet d'avoir des informations sur notamment les anomalies chromosomiques et certaines anomalies génétiques. Enfin, nous avons les investigations qui ont été réalisées. Donc, on sait dire si un patient a déjà bénéficié d'un panel ou pas, s'il a déjà bénéficié d'un exome ou pas. Très bien. Avez-vous des démarches spécifiques pour travailler avec les startups, aussi bien dans le cadre d'accès à des données ou à la construction des partenariats? On n'a pas il n'y a pas de spécificité, quelle que soit la taille de l'entité de l'entité investigatrice qui souhaite accéder aux données. Donc, je dirais pour tout ce qui est accès aux données, que ce soit une start-up, que ce soit une association de patients, que ce soit un laboratoire de recherche public, privé, il n'y a pas de sélection de l'investigateur. Il y a une investigation par notre comité scientifique de la validité méthodologique et éthique de la demande. Ensuite, sur les travaux avec les startups, à la PHP, on est sollicité. C'est vrai que l'écosystème est très vif sur les biotech. Mais bon, pour l'instant, les travaux en lien avec des startups ne sont pas forcément
sont pas forcément très avancées. On utilise beaucoup de briques open source sur la partie technique de ce qu'on utilise. On fait des développements internes, nos propres équipes de développement. Et il y a un point qui est assez pénible, hein, il faut bien l'admettre. C'est le code des marchés publics qui fait qu'une institution comme la PHP est obligée de passer par le code des marchés publics. Pour mémoire, le code des marchés publics, on peut en penser ce qu'on veut. Donc moi, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais je pense que comme ça, c'est déjà assez clair ce que je sous-entends. Donc le code des marchés publics, on n'a pas le droit de travailler, de travailler avec une entreprise sans passer par ces marchés publics. Et tellement lourd qu'en pratique, peu de startups arrivent à remplir la documentation qui convient. D'accord. OK. Mais on peut tenter, mais il y a des freins, quoi. Il y a des freins et je pense, ce qui explique que les travaux avec les startups ne sont pas si nourris que ça. Voilà. Par contre, pour ce qui est d'une startup qui souhaite accéder aux données pour faire une publication scientifique en lien avec son projet, pour démontrer la pertinence de son projet, l'efficacité, par exemple, une startup qui travaille sur une pathologie, dans mon cas, une maladie rare, et qui construit un dispositif médical ou qui va mettre à disposition une application à disposition de certains patients. Ça, il y en a plein hein, qui font ça et c'est extrêmement utile, extrêmement bienvenu. Et donc, si la BNDMR peut être utile pour apporter des données à la startup pour qu'elle mette en avant le nombre de patients que ça va aider, où ces patients se trouvent, etc., il n'y a aucun problème. Elle est parfaitement légitime à nous solliciter. Très bien. Comment s'orchestre l'enrichissement des données de la BNDMR avec des données hospitalières non remontées, par exemple imagerie, ANAPAD, biologie? Oui, alors ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, la BNDMR a un entrepôt de données national. Donc c'est une base, je dirais, à part, mais comme chaque base est à part. Donc, il y a plusieurs niveaux d'orchestration. Il y a l'interopérabilité, ça a été évoqué tout à l'heure, le schéma OMOP, et puis il y a essayer de travailler de manière générale à ce que dès qu'on a envie de chaîner des données, on puisse le faire un petit peu facilement. Donc, par exemple, il est tout à fait possible de prévoir de créer une base de créer un endroit où on fait se rejoindre plusieurs bases de données. Donc, moi, je prends l'exemple parce que c'est celui qui pour nous est le plus pérenne et qui est le plus porteur d'intérêt au moins médico-économique, hein, c'est le chaînage avec l'assurance maladie. Ensuite, il y a des possibilités locales. Je prends l'exemple de la PHP. La PHP a un entrepôt de données de santé. Dans cet entrepôt de données de santé, bien sûr, on ne remontera jamais la BNDMR, qui a des données de toute la France. Par contre, la sous-partie de la BNDMR, qui sont les données pour les prises en charge à PHP, remonte dans l'entrepôt de données de santé de la PHP. Donc, et moi, j'encourage toujours à Rennes, il y a un entrepôt de données de santé. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont ce type de grande base de données dans lesquelles il va typiquement y avoir des données d'imagerie. Eh bien, ce chaînage est possible à chaque fois, mais au niveau local. Où en est la constitution du dossier médical partagé et l'accès à son contenu? Eh bien, c'est intéressant. Alors moi, je travaille pas directement je travaille pas directement sur le DMP. Par contre, je travaille sur le DMP en tant que les données de la BNDMR vont remonter. C'est prévu dans le plan national maladie rare et on fait des ateliers avec la CNAM pour avancer là-dessus dans le DMP. Par contre, à titre personnel, hein, moi j'ai ouvert mon DMP, hein, nous pouvons tous ouvrir notre DMP, vous pourrez constater que ça devient un petit peu intéressant le DMP maintenant parce que vous avez déjà tous vos actes dedans, vous n'avez pas seulement les données de remboursement, maintenant il y a déjà tous les actes qui sont renseignés dedans. En revanche, pour ce qui est des comptes rendus d'hospitalisation et des documents médicaux, comme le set de données minimum maladie rare, ça ne remonte pas encore dedans, mais au moins pour le set de données minimum maladie rare, c'est j'espère quelque chose qui aboutira prochainement, je dirais sous un an ou deux. Il faudrait que je retourne voir mon DMP alors, parce qu'effectivement, Je vous encourage à le faire. Moi, j'avais ouvert mon DMP il y a un an, il n'y avait rien dedans, un il n'y document avait qui me pas grand-chose. baladait. Et maintenant, il y a vraiment tous il y a vraiment en fait les mêmes données qu'il y a dans la base de l'assurance maladie, c'est-à-dire vraiment toutes les consommations de soins et de médicaments. Existe-t-il une liste des maladies avec un nom approximatif des patients pour chacune d'elles? Euh, alors, ça n'existe pas dans la BNDMR. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions nom et prénom. En fait, cette diapositive, d'ailleurs, il faut que je la modifie. Nous avons le nom et le prénom dans notre application web Bamara et dans ce qui est collecté dans les DPI, bien sûr. Par contre, dans la BNDMR, comme dans toute base de recherche, il n'y a plus le nom et le prénom. Alors, il est vrai qu'il existe des registres
Le mot registre, en France, a un nom particulier. L'INSERM labellise des registres qui doivent remplir un certain nombre de critères. Souvent, ces registres ont le droit d'avoir des noms et des prénoms, mais simplement les 3 premières lettres du nom, par exemple, les 3 premières lettres du prénom. Ça, c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, pour la BNDMR, nous n'avons ni le nom ni le prénom, c'est très clair. Par contre, nous avons, et c'est ce que nous allons faire avec le chaînage avec le CNRS, comme nous avons, je dirais, en amont de l'entrepôt de recherche, les noms et les prénoms, ça peut être utilisé pour chaîner des données. C'est-à-dire, vous n'allez jamais les retrouver à la fin dans la base de recherche. Par contre, vous pouvez les chaîner. Alors, je parlais des maladies et des patients présents et accessibles dans la BNDMR. Voilà, c'était un complément à la question. Ah, pardon, des maladies avec un nombre approximatif. Ah, je croyais que c'était avec le nom approximatif. Non, Pardon, non, un nombre approximatif. Oui, pardon, je lis la question. Oui, le nombre, oui, bien sûr. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui publié encore cette information. Je dois dire que c'est prévu dans l'autorisation de la BNDMR de faire un rapport public. Il y a déjà des éléments chiffrés que nous publions. Par exemple, il y a une page sur le site du ministère de la Santé qui est dédiée à ce qu'on appelle l'Observatoire du diagnostic, sur laquelle vous avez un certain nombre d'éléments. Nous n'avons pas encore publié ces nombres-là, et ça reste un travail que nous menons avec une réflexion. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez, s'il y a une pathologie qui vous intéresse, comme je le disais, vous pouvez demander un accès à ces données-là. Et il y a l'AirDRI non plus. Il me semble qu'il y avait les... Alors, AirDRI, en fait, ça fait partie de ces aspects qui sont encore assez inaboutis, il faut bien admettre, de l'interopérabilité. C'est-à-dire que AirDRI collecte les métadatas. Donc, sur AirDRI, vous pouvez savoir quel... En fait, il y a un vrai abus de langage sur l'interopérabilité, parce que les gens disent, vous pouvez connaître les données qu'on a. Mais en fait, c'est complètement faux. Vous pouvez juste savoir le type de données qu'on a. Donc, donc sur AirDRI, oui, vous avez les métadatas de la BNDMR. Donc, un chercheur étranger qui ne connaît pas du tout la situation en France, qui se dit quelle base existe en France, grâce à AirDRI, un peu plus facilement, il peut vite se retrouver sur quelles sont les données présentes. Mais par contre, ça s'arrête là, quoi. Oui, donc ça revient un peu à la question, y a-t-il une articulation avec les recueils des maladies rares au niveau européen et supranational? Oui, alors il y a une articulation. J'ai moi-même fait partie un projet européen qui s'appelle le European Joint Programme on Rare Disease. J'ai moi-même fait partie du groupe sur la vérification de ces registres. Donc, il y a cette articulation, on l'attend un petit peu puisque ces registres, pour l'instant, n'existent pas encore, bien souvent. Ils sont à l'étape de qualification ou même pour certains de développement. Dans certains cas, c'est un peu plus avancé. Quand ils existeront, non seulement il y aura une articulation, mais nous, ce que tous les médecins en France attendent, c'est que les mêmes données que l'on a, cette fois-ci, puissent être rendues pleinement accessibles par ces registres. Et c'est bien sûr quelque chose qu'on entend rendre possible le plus facilement possible, puisque bien sûr, le partage des données est très important. Merci. Il n'y a plus de questions des auditeurs, mais du coup, moi, j'en aurais juste une. Ah, si, encore. Donc, à ce stade, si nous voulons savoir combien de patients sont documentés et la liste des données disponibles dans la BNDMR sur une maladie donnée, il faut déposer un dossier et ça coûte 50K. C'est pas loin. Alors, c'est pas loin d'être ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous souhaitez faire une étude, nous, il y a une étape de faisabilité que l'on fait avant de vous faire payer, si je puis dire. Donc, dans cette étude de faisabilité, déjà, on va s'assurer que, voilà, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est l'exemple de quelqu'un qui s'occupe vraiment d'une maladie rare, répertoriée comme telle, mais en réalité, une maladie rare qui n'est jamais prise en charge, nous, dans nos réseaux, et par conséquent, on ne va pas dire à la personne, faisons un contrat, nous allons vous faire payer 50 000 euros, puis à la fin, on vous dit, finalement, il n'y a rien, ah oui, désolé, voilà. Donc, il y a une étude de faisabilité. Dans le cadre de cette étude de faisabilité, on va effectivement chercher à comprendre exactement quels sont vos besoins, voilà. Mais en effet, à la fin, ça fait de cet ordre-là. Alors, vous dites débloquer beaucoup de choses, c'est intéressant. Alors déjà, d'une part, 50 000 euros, est-ce que c'est cher? C'est intéressant, le débat sur la tarification des données de santé. Il y a beaucoup de désaccords là-dessus. Si vous devez, vous, lancer une enquête au niveau du territoire national pour savoir combien de patients sont atteints d'une maladie rare particulière, je vous garantis que ça va vous coûter beaucoup plus que 50 000 euros. Donc, c'est un prix, en fait, qui est très faible. Par contre, c'est un prix aussi c'est un prix qu'on facture, c'est bien normal, puisque nous, on est une entité du secteur public, et de la même manière qu'une entité du secteur privé, quand elle crée un service, elle ne le met pas gracieusement à disposition
satisfaction de tout le monde, de la même manière, nous, nos médecins qui saisissent des données, tout le travail qui est réalisé, il est bien légitime que si ça sert certains intérêts, il y ait une facturation, j'insiste, pour un prix qui est modique par rapport au coût réel de cette collecte. Ensuite, il y a aussi que bien souvent, ce qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée, ça va être quand même d'en savoir un peu plus que juste savoir, il y a 215 patients. C'est vraiment de savoir peut-être où ces patients sont pris en charge, d'avoir une estimation, mais qu'il y a un petit travail biostatistique tout de même à faire sur vraiment le nombre précis, etc. Donc, c'est tout ça qui explique ce prix. Je précise aussi pourquoi je suis aussi direct sur le prix, justement pour essayer de faciliter les choses. Parce que ce que j'observe, là, vous m'en voulez peut-être de vous donner ce prix-là, mais moi, je pense que ce qui freine le plus, c'est quelqu'un qui dit on regarde au cas par cas. Et puis alors ensuite, si vous regardez au cas par cas, un an plus tard, vous êtes toujours en train de discuter. Une question sur votre relation, si vous avez des contacts, des échanges avec les associations de patients et comment pourrait-on les optimiser si souhaitable? Alors, non seulement c'est souhaitable, peut-on les optimiser sans l'ombre d'un doute, puisque on est très très loin d'être optimal et pourtant on fait tout ce qu'on peut puisque c'est le but. Tout ce qu'on fait de toute façon, c'est pour que ce soit utile à des patients. Donc moi, j'interviens régulièrement. Pas plus tard que hier, j'ai enregistré une vidéo pour le prochain congrès de l'Alliance Maladies Rares, qui est l'association qui regroupe un certain nombre d'associations de patients en France. Voilà, on essaie le plus possible de communiquer. On intervient régulièrement. Il y a le forum des associations organisé par Orphanet, donc ce congrès de l'Alliance. Avec l'AFM Téléthon, on a aussi des rapports très étroits. Donc, on essaie d'avoir le plus possible d'interactions. Toute initiative que vous auriez, où vous souhaitez qu'on partage de l'information avec des associations, voilà, on est évidemment complètement dans cette logique-là. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Je vais quand même tenter ma dernière question. Là, je vois est-ce que vous auriez des conseils de bonnes pratiques dans la préparation des projets si effectivement, parmi les auditeurs, certains souhaitent revenir vers vous pour préparer un projet, est-ce qu'avant de soumettre leur projet, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous pouvez leur conseiller pour assurer un accès rapide aux données, s'assurer que toutes les contraintes puissent être levées le plus rapidement possible? Bien sûr. Ce qui va bien, ce qui peut bien fonctionner, et nous, c'est pour ça qu'on a un peu ces différentes gradations dans le prix, ou voilà, c'est que pour moi, il faut déjà bien savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que ce qu'on veut faire, c'est avoir un effectif de patients rapide, voilà, ou est-ce que ce qu'on veut faire, c'est une étude un peu plus importante? Ensuite, si on veut faire une étude plus importante, il faut y aller, il faut mesurer qu'en France, c'est compliqué de faire une étude comme ça, notamment sur le plan réglementaire, sur le plan contractuel. Nous, ça arrive des laboratoires qui nous sollicitent avec déjà un cabinet d'avocats en lien. Ça, je pense que c'est assez efficace d'avoir, en tout cas, d'avoir rassemblé, soit en interne, soit d'avoir prévu un acteur externe pour vous savoir ces aspects de protection des données, de propriété intellectuelle, tous ces aspects-là qui forcément sont des aspects qui vont être à un moment donné posés. Donc il y a voilà, réfléchir à ces jalons-là. Et ensuite, je vous dis, nous on peut répondre ensuite pour orienter tout de suite le projet le mieux possible. Je dirais sur la base simplement des expériences qu'on a eues récemment, où on sait vite faire la part des choses entre l'étude où il faut tout de suite renforcer l'apport médical, l'étude où tout cet aspect-là est très bien. On arrive un petit peu normalement, à vous conseiller, en tout cas, on essaie de le faire le plus possible. Merci beaucoup, Arnaud. J'espère que tous ces échanges et ces explications permettra effectivement l'émergence de nouveaux projets avec des nouveaux acteurs. Donc, on partagera la présentation d'Arnaud avec tous les auditeurs à la fin. Donc, comme ça, vous pourrez revoir tout le processus pour pouvoir accéder à ces données.
Avant de terminer, tout d'abord, quand vous allez quitter le webinaire, vous verrez que vous avez un questionnaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire rapidement vos retours sur le format de ce Meet My Data. Et également, si vous souhaitez voir un intervenant venir présenter sa structure, n'hésitez pas à nous proposer. Alors, je vais rapidement, avant de vous dire au revoir, vous rappeler j'arrive pas à le mettre en plein écran. Je vais le laisser comme ça. Quelques animations à venir. Donc, le 12 mai, il y aura une commission commune entre les filières e-santé et MedTech sur les dispositifs médicaux connectés avec les stratégies payeurs et market access. Donc, le 12 mai à 9h30. Le 18 mai à 9h, il y aura un webinaire qui sera ouvert à tous pour une présentation d'Aichi Sonko pour un matchmaking. Donc, si vous êtes intéressé pour les rencontrer, n'hésitez pas à vous joindre à ce webinaire. J'en parlais tout à l'heure, le 25 mai, 9h30, donc la suite de ce rendez-vous d'aujourd'hui avec Kevin Joubel, responsable unité Data Science et DPO de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, qui viendra donc se prêter à l'exercice auquel Arnaud s'est prêté ce matin. Le 28 mai à 9h, un webinaire sur le Japon. Donc, si vous voulez développer votre réseau au Japon, c'est donc un événement qui est réservé à l'ensemble des adhérents des pôles de compétitivité santé France. Et puis, finalement, j'en parlais tout à l'heure, la matinée événement autour de l'usage des données de vie réelle dans la prise de décision, qui sera donc le 11 juin à 9h30. Donc, j'enverrai l'ensemble des slides à vous tous et donc, vous aurez les liens d'inscription pour ces différents événements. Je vous remercie tous pour votre présence ce matin, vos questions et pour votre participation. Un grand merci Arnaud de vous être prêté à l'exercice, encore une fois, le parrain du Meet My Data, avec cette première présentation qui est extrêmement riche et éclairante et je l'espère portera ses fruits pour de nouveaux projets. Et donc, je donne rendez-vous aux auditeurs dans un mois pour le prochain rendez-vous du Meet My Data. Un grand merci à tous. Au revoir Arnaud. Merci beaucoup à tous. Au revoir.